Bonjour à toutes et tous, nous allons bientôt lancer le webinaire. Nous attendons juste les quelques retardataires. Le début dans 30 secondes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre webinaire du jour sur les différentes connectivités liées à l'IoT. Je suis Thomas Demolien, directeur commercial chez Numérisat et j'aurai le plaisir et le privilège de vous accompagner, bien entendu accompagné de Cédric Jarkowski et Thibaut Deménil qui vont se présenter dans la toute prochaine minute. Donc, Numérisat, opérateur, fournisseur d'accès Internet multitechnologie, basé au Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry, qui propose différentes solutions de connectivité en satellite, bien entendu, en connexion 4G et 5G, avec une spécificité essentiellement sur les zones blanches et les zones grises. Donc, Numérisat, qui est également un opérateur enregistré auprès de l'ARCEP et qui peut également accompagner les particules et les entreprises dans le cadre de la cohésion numérique du territoire. Donc, je vais laisser la parole à Cédric pour sa présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, Cédric Jarkowski. Moi, je suis en charge du marketing produit et des développements de la R&D chez Transatel. C'est une filiale du groupe NTT et nous sommes donc basés en France, à côté de la Défense, et nous opérons au niveau mondial. Nous fournissons aux entreprises des solutions de connectivité cellulaire principalement pour leur permettre de connecter leurs objets, leurs assets, donc dans le cadre de l'IoT. Et on sert des cas d'usage aussi variés que la connectivité pour des avions Airbus, des chaudières industrielles, en passant par tout un nombre de véhicules, des véhicules agricoles, des robots autonomes, des stations de recharge pour véhicules électriques et bien d'autres encore. Et donc, on est là pour apporter une connectivité cellulaire mondiale. Et je passe la parole à Thibaut. Merci beaucoup. Et donc, Thibaut Duménil, responsable de déploiement chez Rekia. Donc, j'accompagne finalement nos clients et nos partenaires dans le déploiement de réseaux plutôt bas débit, en l'occurrence. Donc, Rekia est une société d'édition de logiciels lyonnaise, une petite PME d'une vingtaine de personnes. Et Rekia propose deux produits, dont l'un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est un cœur de réseau LoRaWAN. Donc, on le détaillera un peu plus loin dans le webinaire, mais le cœur de réseau LoRaWAN est vraiment la brique centrale sur un réseau bas débit appelé LoRaWAN, qui permet de connecter des devices, des objets de faible consommation pour pouvoir remonter différentes données. Donc, nous intervenons autant dans des aspects de smart city, de bâtiments intelligents, de contexte de télérelève de l'eau, donc avec des régies, des délégataires de services publics, etc. Donc, le bas débit, finalement, se retrouve dans différents usages et répond à différents besoins. Et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui, aussi bien entourés. Et encore merci à Numérisat pour l'invitation. Plaisir. Merci à Cédric et à Thibaut pour leur présence et leur contribution. Alors, on souhaitait d'abord aborder avec vous une problématique qui nous paraît clé quand on aborde un projet IoT, c'est la complexité qui est inhérente à ce projet. Alors, cette complexité, elle intervient d'abord parce qu'un projet IoT, c'est en fait intégrer un certain nombre de composants. On se doit bien sûr d'ajouter un composant matériel, donc hardware, pour pouvoir produire localement une donnée et ensuite transporter cette donnée.
Vers quoi? Vers une plateforme logicielle qui va être capable de la collecter, de la traiter et ensuite de la restituer soit vers une autre application tierce pour des processus automatisés, soit vers des utilisateurs qui vont pouvoir la prendre en compte. Et donc, sur chacun de ces ensembles et de ces briques, eh bien, on a besoin d'avoir des compétences adéquates pour pouvoir les mettre en œuvre. Et l'autre clé, effectivement, c'est quels sont les choix technologiques qu'il faut qu'on fasse pour mettre en œuvre chacun de ces composants. Puisque sur chacun de ces composants, on a de multiples options qui s'offrent à nous pour réaliser notre objectif de effectivement génération de la donnée, captation et traitement. Et donc, c'est un des sujets qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, c'est comment traiter sur le volet connectivité ces éléments de complexité, de surabondance technologique. Et puis enfin, un projet IoT démarre souvent par un premier déploiement limité pour expérimenter, un proof of concept, comme on l'appelle souvent dans l'industrie. Et l'enjeu derrière, une fois qu'on a prouvé effectivement cette première faisabilité, c'est de passer à l'échelle. Passer à l'échelle, déployer plus massivement la solution, en France bien sûr, mais aussi parfois à l'étranger. Et c'est là où d'autres difficultés peuvent intervenir. Et justement, par rapport à ça, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à un premier quiz qui doit normalement s'afficher très prochainement à l'écran. Donc, quel est le principal frein à vos déploiements IoT? Quels sont finalement les éléments qui sont les plus complexes pour vous à gérer? S'agit-il du choix de la technologie, de l'interopérabilité des réseaux, de la couverture, du coup, de la réglementation, etc. On vous invite donc à bien renseigner ce quiz pour qu'on en sache un peu plus sur vos problématiques. On vous laisse quelques secondes pour répondre à notre quiz et nous passerons bien entendu dans le vif du sujet. Donc, si on zoome sur la connectivité IoT, donc, elle fait partie du puzzle qu'il faut qu'on assemble effectivement pour rendre concrète notre solution IoT. Donc, c'est un des éléments clés. C'est comment je vais pouvoir transmettre la donnée de mon objet vers ma plateforme ou mon application. Donc, pour ça, on a deux critères principaux qui nous permettent de qualifier ces technologies. Le premier critère, c'est celui que vous voyez à gauche de cette slide, c'est quel est le volume de données qu'il faut que je transmette. Ce volume de données va impliquer quelque part une performance en termes de transmission des données associées aux différentes technologies réseau. Donc ici, qu'on définit de bits par seconde jusqu'à gigabits par seconde. Donc effectivement, c'est par rapport à ce premier critère de taille d'information quelque part à transférer qu'on va commencer à choisir les différentes technologies. L'autre élément qui est clé, effectivement, c'est quel est le périmètre qu'il va falloir que je couvre et dans quel périmètre, finalement, mes objets connectés vont-ils être déployés. Est-ce que je déploie un objet, finalement, à l'échelle d'une personne ou à l'échelle du monde entier? Et en fonction de ça, mon objet va devoir se connecter sur différentes zones géographiques et plus ou moins vastes. Et en fonction de ça, on va également définir la technologie la plus adaptée. Et donc, l'objet principal de ce webinaire, c'est de zoomer effectivement sur 3 des technologies qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus large bandes pour adresser vos cas d'usage d'objets connectés, en particulier le satellite, le cellulaire et le LoRa. Merci Cédric pour cette transition parfaite. Bon, comme vous pouvez le voir, effectivement, nous avons mis l'accent sur 3 technologies principales en ce qui concerne la connectivité, donc le satellite,
le cellulaire et le LoRaWAN, chacune de ces technologies remplissant un certain nombre de cas d'usage, ayant des bénéfices qui peuvent effectivement être très complémentaires les unes par rapport aux autres. Commençons par le satellite. Donc, le satellite a l'avantage de ne pas avoir de contraintes géographiques, bien entendu, puisque la couverture est mondiale et à 100% du territoire, du moment que la parabole qui est installée auprès de l'installation, où est situé l'objet en IoT, a une vue sur le satellite. Mais on verra un petit peu plus tard qu'il y a différents types de satellites également. Donc, les cas d'usage principaux pour le satellite sont bien entendu les zones blanches et les zones grises, mais également l'agriculture, la santé et la gestion des ressources naturelles, puisqu'ils sont généralement hors de couverture de réseaux cellulaires. Et donc, dans ce cas de figure, le satellite est un complément parfait au réseau cellulaire, qui, lui, bien entendu, a d'autres bénéfices. C'est une mobilité accrue. Il est très facile donc d'amener un réseau 4G ou 5G. Le déploiement est très, très rapide grâce aux différents routeurs. Donc, il suffit de le mettre en route et instantanément, la connexion est active. Les débits et les latences sont optimisés également, puisque c'est grâce aux infrastructures de réseau qui sont, elles, régionalisées. Et donc, ça peut effectivement adresser d'autres cas d'usage ou complémenter des cas d'usage du satellite dans les zones qui ne sont pas couvertes. Donc, il peut s'agir de l'agriculture, de l'énergie ou de l'industrie. Mais bien entendu, Cédric reviendra sur ces différents cas d'usage avec plus de précision. Le dernier, dont Thibaut nous a parlé tout à l'heure, est le LoRaWAN. Le LoRaWAN, lui, a également des bénéfices qui lui sont très intrinsèques à sa technologie, puisque là, on parle de couverture qui est réellement étendue. Nous sommes sur des communications qui sont en longue portée. Également, cette technologie a des faibles niveaux de consommation énergétique. Donc, ils sont parfaitement adaptés pour un certain nombre de cas d'usage, comme par exemple de la télérelève, du smart city, du smart building, de la surveillance, mais également l'un de ses principaux bénéfices est son faible coût. Donc, comme vous pouvez le voir, chacune de ces trois technologies, chacun de ces trois types de connectivité a des bénéfices qui lui sont propres, des cas d'usage qui leur sont propres, mais bien entendu peuvent interopérer les uns avec les autres. Et justement, ça sera l'objet d'un certain nombre de cas d'usage que nous allons vous présenter dans les prochaines slides. Donc, nous allons tout de suite partir sur le quiz numéro 2 pour connaître un petit peu plus sur vos différents types de connectivité que vous pouvez utiliser aujourd'hui dans le cadre de vos déploiements IoT. On va vous laisser bien entendu quelques secondes pour pouvoir répondre à ce quiz. Pour la petite info, ces quiz nous serviront également pour revenir dessus lors de la partie Q&A à la fin. Et je vous invite dès à présent également à poser vos questions si vous en avez. Nous les adresserons bien entendu à la fin de notre présentation. Donc, la connectivité satellitaire. Alors, on parle des connectivités satellitaires, hein, puisqu'il n'y en a pas qu'une, comme vous pouvez le voir. Nous avons principalement trois types de réseaux satellites aujourd'hui qui permettent de pouvoir se connecter à Internet depuis une parabole. Donc, nous avons tout d'abord le géo. Je pense que c'est celui qui est le plus usuel, que chacun connaît, puisque c'est plus ou moins les mêmes paraboles et les mêmes satellites qui permettaient, il y a encore de ça quelques années, de pouvoir se connecter à la télévision, un petit peu remplacé par l'IP, mais néanmoins, c'est encore le cas aujourd'hui lorsque nous n'avons pas de connexion Internet ou HF pour recevoir la télévision. Donc, on parle de géostationnaire. Mais il existe également d'autres types de technologies satellitaires. On parle de MEO, donc c'est le Medium Earth Orbit, donc c'est l'orbite médian, et le LEO, donc le LEO qui aujourd'hui fait plutôt parler de lui grâce à Starlink et ses constellations de satellites. Donc chacun de ces types de réseaux satellitaires, en fait, a des bénéfices, encore une fois, qui lui sont intrinsèques. Donc si on part pour le géo, bien entendu, ça va être la large couverture, une fiabilité qui est éprouvée. C'est une installation parabole qui est fixe et qui n'est pas vraiment soumise au mouvement des constellations de satellites. Donc, c'est une installation qui est très, très pérenne.
Et Numérisat propose les services satellites en géo avec Hispasat et Viasat. Nous avons ensuite le MEO. Donc le MEO, lui, permet d'avoir une disponibilité très haute du très haut débit. Donc les débits vont être beaucoup plus importants. Donc ça peut effectivement être un choix intéressant pour certains cas d'usage en IoT qui ont besoin d'envoyer ou de recevoir beaucoup de données. Donc c'est idéal également pour les réseaux 5G privés avec un backhaul satellite. Cédric reviendra d'ailleurs sur les cas d'usage 5G privé un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, nous proposons chez Numérisat M3 Power par SES, donc, qui est un réseau satellitaire spécifique à l'IoT. Et ensuite, nous avons le Léo, donc, qui permet d'avoir une très faible latence et qui lui est avec la norme 5G 3GPP. Donc, Satelliot, qui est notre partenaire qui nous permet de proposer ce type de connexion. Donc, pour résumer, le satellite, ce n'est pas une seule technologie, ce sont 3 différentes technologies en fonction de l'orbite qui vont répondre, chacune d'entre elles, à des cas d'usage particuliers. Alors, pour passer maintenant au cellulaire. Alors, on connaît tous effectivement les réseaux cellulaires qu'on utilise au quotidien avec nos smartphones, par exemple. Et on a bien en tête effectivement l'évolution des technologies de ces réseaux au fil des années. Historiquement, la 2G, puis la 3G, puis la 4G, puis la 5G. Donc, comment tout ça se traduit dans le monde de l'IoT ? Alors, d'abord, l'IoT, finalement, c'est assez peu de services voix, c'est surtout la transmission de la donnée, et puis un petit peu de SMS aussi à noter. C'est parfois intéressant pour réveiller un appareil à distance, par exemple. On peut envoyer via un message des commandes pour effectivement opérer un terminal à distance. Donc, sur les réseaux en tant que tels, évidemment, les nouveaux déploiements qu'on effectue sont sur la base des réseaux 4G, 5G. Alors, soit pour de l'accès haut débit, et effectivement, ces réseaux sont parfaitement adaptés pour ça, soit parfois avec une utilisation, on va dire, un peu plus légère, une utilisation du spectre un peu ramassée pour des problématiques de performance. Donc, les technologies de type LTE-M et encore plus NB-IoT permettent de simplifier finalement la technologie du modem. Donc, on a un coût d'objet qui est moins important et nous permet d'envoyer une quantité de données moins importante, mais permet aussi d'être un peu moins gourmande en énergie pour ce type de transmission. Et puis, on n'oublie pas les réseaux 2G, 3G. Certes, ils deviennent obsolètes, mais on a encore un certain nombre de cas d'usage qui les utilisent et on est bien sûr, chez Transatel, encore compatible avec ces technologies partout où elles existent. Alors, bien évidemment, le cellulaire, lui, est naturellement le plus adapté dès qu'il faut effectivement des débits plus importants. On le voit avec la 4G et la 5G, mais aussi dès qu'il y a une mobilité importante, puisqu'on va s'appuyer sur les réseaux de nos partenaires partout dans le monde. Et donc, par conséquent, partout où il y a de la couverture, eh bien, on peut connecter un objet avec du cellulaire, partout où on a des antennes et du spectre. Alors, à noter, une spécificité, Thomas, tu l'as évoqué, c'est l'émergence des réseaux privés. Alors, qu'est-ce qu'un réseau privé ? Un réseau privé, comme son nom l'indique, c'est une entreprise privée qui décide de déployer un réseau cellulaire, finalement, comme un mini-opérateur mobile, mais simplement pour ses besoins sur un périmètre géographique restreint. Alors, ce périmètre, ça pourrait être une usine, par exemple, ou un campus. Sur cette zone-là, évidemment, on connaît tous les réseaux Wi-Fi qui existent dans les entreprises, par exemple. Eh bien, pour certains cas d'usage, le cellulaire peut être tout à fait pertinent au sein de ces usines ou de ces campus. Alors, pourquoi il pourrait l'être ? Eh bien, d'abord, c'est à partir du moment où, en tant qu'entreprise, je déploie mes propres réseaux, je maîtrise mon réseau et donc je n'ai pas à reverser d'argent pour acheter ces fameux gigabits de données que je vais transmettre. C'est mon propre réseau que j'opère. Donc ça, c'est une première raison, une raison de coût. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est une raison pour certains cas d'usage critiques, pour des problématiques de sécurité ou de performance. L'entreprise peut là encore déployer son propre réseau. C'est ce qu'on voit par exemple dans des usines qui utilisent par exemple des véhicules autonomes
ou des cas d'usage dans des sites, on va dire, industriels critiques. Pour finir la présentation du troisième mode finalement de connectivité que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de la connectivité LoRaWAN. Donc le LoRa est une technologie LPWAN, donc de la même famille que le Sigfox, par exemple, qui est né en France en 2016 à Grenoble, Cocorico, et qui permet de remonter de l'information. Et à l'inverse de ce qu'a dit Cédric sur finalement toute la connectivité cellulaire, là on est plutôt sur des très faibles débits. Un paquet LoRa, c'est maximum quelques kilo-octets. Donc on est très très loin des débits maintenant de mégabits seconde ou de gigabits atteints par certains modes de connectivité. Là, à l'inverse, on est plutôt sur des toutes petites données, des petits paquets de données, mais par contre, un volume qui peut être très important. Par exemple, un des premiers cas d'usage auxquels je pense en parlant LoRaWAN, en parlant bas débit, c'est la télérelève de compteurs d'eau. Des compteurs d'eau, on atteint rapidement des dizaines de milliers, des centaines de milliers de compteurs sur certaines agglomérations, sur certaines de nos communes. Il faut pouvoir les remonter et ce mode de connectivité est totalement propice pour remonter ce genre d'informations. Donc, vous avez sous les yeux un schéma finalement d'une architecture LoRaWAN classique. On va retrouver finalement un schéma qu'on peut retrouver par exemple sur du cellulaire. Donc, tout à gauche, vous avez les différents objets qui vont communiquer entre l'objet et la gateway, l'antenne. Nous sommes en communication LoRaWAN, donc en communication radio. En Europe, le LoRaWAN est sur une fréquence qu'on appelle fréquence libre, donc libre d'utilisation. Il n'y a pas besoin de déclarer une utilisation à l'ARCEP ou quoi que ce soit. La fréquence est sur du 868 MHz. Et de par l'utilisation de cette fréquence et du protocole en lui-même, ça permet des communications très longue portée. En terrain dégagé, on arrive rapidement à des dizaines de kilomètres, à des dizaines de kilomètres selon le cas d'usage. Comme le présentait tout à l'heure Thomas, ça permet aussi une optimisation énergétique, c'est-à-dire que les objets LoRaWAN sont vendus pour des utilisations suivant le cas d'usage toujours, mais vendu entre 5 et 15 ans de vie sur des pauvres piles alcalines assez classiques. Donc, voilà, pour une longue durée de vie des capteurs. Ces informations vont remonter donc, par ondes radio jusqu'à nos gateways qui sont ensuite connectés à ce qu'on appelle un serveur LoRaWAN. Et c'est là où on va retrouver le cœur de métier finalement de Rekia en tant qu'éditeur de logiciels, c'est de développer cette brique centrale qui permet de manager le réseau, d'opérer la remontée, d'opérer les gateways et de contrôler la remontée d'informations. Les gateways sont connectés à ce serveur LoRaWAN, cette fois-ci via un lien IP. On y reviendra un tout petit peu plus loin. Et ensuite, là, plutôt comme le présentait Cédric au tout début, l'idée, c'est d'utiliser cette donnée une fois qu'on l'a captée. Le but, c'est de s'en servir donc via des plateformes IoT, via des plateformes métiers dédiées qui exploitent, qui utilisent toute cette information. Et donc là, on peut communiquer du serveur LoRaWAN vers la plateforme dédiée pour ensuite être utilisé soit par un utilisateur pour de la visualisation, soit via une plateforme métier. Je pense encore une fois au monde de l'eau, des outils de facturation, des outils de gestion de fuite, etc., qui permettent d'utiliser en fait, toutes ces données qui sont captées, ce volume de données très important qui sont captés. Maintenant qu'on vous a présenté les différents modes de connectivité, l'intérêt finalement d'un projet de communication, d'un projet étendu de communication, c'est de pouvoir comment on peut combiner, comment on peut hybrider ces différents modes de connectivité. Alors pour moi, je vois plusieurs aspects allant de la robustesse, de la nécessité d'apporter de la robustesse, de la fiabilité et de la sécurité à une installation, et à l'autre extrémité du spectre, finalement, une optimisation des coûts, une optimisation des ressources, une certaine agilité sur notre système. Par exemple, ce qui vient immédiatement en tête sur un équipement qui communique classiquement via le réseau cellulaire, c'est de pouvoir avoir une redondance, finalement une voie de backup via une communication satellitaire en cas de réseau cellulaire défectueux. Donc pour ça, ça nécessite forcément que le matériel en lui-même soit multiprotocolaire, puisse intégrer une carte SIM ou une eSIM
et puisse aussi intégrer le nécessaire pour une communication satellitaire. Là, on est plutôt sur un aspect de robustesse, mais il peut y avoir une idée d'optimisation derrière. Par exemple, suivant les données qui sont remontées par l'équipement, certaines données, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de couverture, doivent forcément remonter vers un lien satellite, alors qu'on va dire le reste des informations peuvent complètement circuler sur le réseau cellulaire. Ça va être aussi défini par le cas d'usage, finalement. Comme je disais juste avant, sur de la télérelève de compteurs d'eau, il serait peut-être peu intéressant techniquement et économiquement de déployer un réseau cellulaire pour ce genre de cas d'usage, alors que le LoRaWAN est tout à fait propice à ces remontées d'informations. On parle régulièrement de territoires connectés, on parle de plus en plus finalement de territoires connectés. Un territoire connecté, ce n'est pas un réseau, c'est bien des réseaux. Et du coup, on a la nécessité d'avoir ces différentes couches, d'avoir ces différentes visus sur ces différents modes de connectivité pour pouvoir choisir et faire évoluer son projet, faire évoluer son système en fonction des besoins, en fonction de l'évolution des technologies aussi, pour pouvoir s'adapter en fonction des différents scénarios auxquels on veut répondre. Voilà, sur un territoire connecté, on se doit finalement d'avoir la vue sur ces différentes possibilités pour pouvoir les choisir au mieux en fonction du cas d'usage. Et c'est finalement cet ensemble, cette combinaison des différentes technologies qui permet d'avoir un système global qui soit robuste, flexible et qui soit économiquement adapté à nos cas d'usage. Transition parfaite, merci beaucoup Thibaut, puisque justement nous allons parler maintenant des différents cas d'usage. Voilà. Effectivement, sur le cas d'usage cellulaire LoRaWAN, finalement, le premier qui me vient en tête, c'est sur le déploiement des antennes, donc le déploiement des gateways. On a remis un schéma sur la droite de votre écran. Donc, la communication entre l'objet et la gateway se fait via des communications radio. Mais une fois que c'est stocké finalement dans cette antenne, dans cette gateway, on a besoin de remonter cette donnée via un lien IP. Pour rien vous cacher, la plupart des déploiements que nous faisons, les antennes sont installées sur des sites isolés, sur des châteaux d'eau, sur des réservoirs d'eau. Voilà, c'est forcément des sites, la plupart du temps en tout cas, des sites isolés. C'est très rare que la fibre ou la DSL arrive jusqu'à ces sites. Il n'y a aucun intérêt pour une collectivité de câbler un réservoir d'eau qui est très isolé dans la campagne. Donc, il va falloir remonter l'information de la gateway jusqu'au serveur LoRaWAN. Et pour ça, on a une nécessité d'avoir une connexion cellulaire qui soit fiable, qui nous permette d'assurer un déploiement, finalement, peu importe le territoire, donc en France métropolitaine, à l'étranger, et d'avoir toujours la meilleure qualité du réseau sur place. Donc, à titre personnel, sur les déploiements que Rekia effectue, nous utilisons des cartes multi-opérateurs Numérisat qui nous permettent déjà d'assurer une connectivité, peu importe le territoire. Et ensuite, la capacité de la carte multi-opérateur permet d'être sûr d'avoir toujours le meilleur réseau sur place avec une bascule automatique en fonction de la qualité du signal, sur la zone où nous déployons l'antenne. Sur le cas d'usage LoRaWAN satellite, Rekia est en partenariat, pour donner un exemple, Rekia est en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Grenoble. Donc, on contribue finalement au financement d'un projet scientifique qui s'appelle SyncSat 2, parce qu'il y a eu SyncSat 1 avant qui malheureusement n'a pas pu aboutir, qui a comme objectif de déployer le microsatellite Stork 2 pour faire différentes études, mais entre autres, une des études est l'usage de l'IoT sur des zones isolées. Donc, on va retrouver tout l'intérêt du satellite de pouvoir aller couvrir des zones blanches, des zones désertiques, des sommets de volcans, par exemple, pour étudier toute la sismologie pour pouvoir placer des capteurs au sommet de volcans sans avoir besoin d'avoir des personnes sur place, etc. Pour couvrir les zones en haute mer,
Voilà. Donc, il y a plusieurs cas d'études, cas d'usage qui sont à l'étude sur de la communication LoRaWAN finalement via des satellites. Alors, on est plutôt sur des orbites basses par rapport au schéma de présentation de Thomas tout à l'heure. Et Rekea, sur ce projet-là, participe au projet finalement en analysant ce que le satellite va bien vouloir nous envoyer. Donc, des capteurs seront intégrés au microsatellite et depuis les réseaux déployés sur le territoire, déployés par nos différents clients et partenaires, l'objectif est de mesurer et analyser les différentes communications pour vérifier la faisabilité potentiellement de déploiement LoRaWAN via des communications, enfin via des satellites. Et c'est un segment qui se développe énormément. Il y a plusieurs sociétés qui proposent déjà ce genre de service, donc finalement de déployer son réseau, mais au lieu de le déployer sur Terre, de le déployer via des microsatellites en orbite basse. Donc Thibaut nous a effectivement présenté un certain nombre de cas d'usage qui combinaient à la fois le satellite, mais également le réseau cellulaire. Donc moi, je vais faire un petit focus sur une de nos installations pour un de nos clients, donc qui est la télégestion des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc notre client a un certain nombre de sites qui sont relativement isolés, mais a une contrainte particulière, c'est de mettre en place un réseau privé VPN pour sécuriser ces données. Donc, l'objectif était bien entendu que ce réseau privé soit tout le temps accessible et qu'il n'y ait pas de perte de données. Donc, voilà, contrainte relativement simple, mais techniquement un petit peu plus compliquée. Donc, nous avons opté pour mettre en place un réseau satellitaire, donc qui est la technologie principale qui est utilisée dans le cadre de ce projet. Et encore une fois, nous sommes sur des sites qui sont pour la plupart non pas hors couverture, mais avec une couverture réseau cellulaire un petit peu plus compliquée. Donc, raison pour laquelle nous avons choisi le satellite, mais néanmoins avec un backup, avec des cartes SIM. Donc, dans le cas où effectivement le réseau satellitaire ou une des liaisons sur l'un, soit des châteaux d'eau ou des différents sites de notre client tombe, à ce moment-là, automatiquement, une carte SIM prend le relais et permet à ces différents sites de pouvoir communiquer et de pouvoir envoyer leurs données, notamment de télémétrie. Ça peut être sur des capteurs d'humidité, ça peut être effectivement sur des capteurs de pression. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont remontées. Mais, encore une fois, le principal levier pour ce projet était la sécurisation des données, sachant que dans ce cas très précis, lorsqu'on est en connexion satellite, il n'y a pas de liaison avec Internet. On est vraiment dans un circuit qui est très fermé pour pouvoir sécuriser ces données. Et grâce au backup 4G, nous avons la possibilité donc de pouvoir complètement assurer un service constant pour les clients, pour ne pas avoir justement cette déperdition de données. Et encore une fois, c'est l'avantage de pouvoir utiliser, dans le cas d'IoT, de deux méthodologies, de deux technologies différentes qui vont se complémenter l'une par rapport à l'autre. Donc là, c'est l'un des cas d'usage, effectivement, d'un client très particulier, mais on peut retrouver d'autres sur le cellulaire et le satellite. On peut parler, par exemple, de la logistique et le transport maritime. Donc, où là, on va avoir des solutions hybrides qui vont utiliser à la fois de la connexion cellulaire quand on va être dans les zones urbaines ou portuaires, et puis de la connexion satellite, par exemple, lorsqu'on va être en mer ou quand on est dans des régions qui sont éloignées ou pas couvertes. Donc là, ça permet, par exemple, d'avoir un suivi en temps réel des navires, des conteneurs, des camions, et j'en passe. Sur l'agriculture intelligente, qui est je dirais un sujet qui est de plus en plus important, avec notamment un certain nombre d'initiatives européennes sur le sujet, où on va retrouver des fermes et des exploitations agricoles. Donc, elles sont situées dans des zones rurales ou éloignées. Et encore une fois, la solution hybride permet aux capteurs IoT d'utiliser à la fois la connexion cellulaire pour la collecte des données en temps réel, mais lorsque les zones ne sont pas couvertes par les réseaux cellulaires, la
connectivité satellite, elle, peut prendre le relais donc, sur ces zones qui sont plus isolées. Donc, ça permet une surveillance continue des conditions de culture, la gestion de l'irrigation, du bétail, et ça permet une optimisation des ressources. Un autre cas d'usage est la gestion des catastrophes et des secours d'urgence. Je crois que Cédric, d'ailleurs, va en un petit peu plus précisément un petit peu plus tard. Donc, juste pour revenir sur l'hybridation, bien entendu, on va utiliser une connexion cellulaire pour les opérations de secours dans les zones urbaines et périurbaines. Ça paraît tout à fait logique. Mais néanmoins, la connexion satellite pour les zones rurales ou lorsque les infrastructures ont été détruites peut être effectivement un très bon secours qui permet de recréer un backhaul quasiment instantanément. Donc les avantages, c'est d'avoir une communication qui est très fiable pour les équipes de secours qui permet aussi d'avoir un suivi de la coordination. Quand on est sur les infrastructures énergétiques, là, bien entendu, je dirais que le principal objectif, c'est la surveillance et la maintenance à la fois préventive et curative des différents équipements comme les pipelines, les éoliennes et toutes les autres infrastructures énergétiques. Donc, on a des capteurs qui vont utiliser la connexion cellulaire pour ces installations, mais également la connexion satellitaire, encore une fois, pour les installations qui peut être isolées. On a un certain nombre de nos clients, par exemple, qui vont être en Afrique subsaharienne, là où la connexion cellulaire va être peu fiable et vont utiliser une connexion satellitaire. A contrario, ce même client, lorsqu'il va être sur un réseau cellulaire, va utiliser le réseau cellulaire. Donc, encore une fois, cette hybridation répond à un certain nombre de cas d'usage. Et puis, bien entendu, il y a l'exploitation et l'exploration minière avec des zones qui sont situées dans des zones très reculées et donc qui ne permettent pas d'utiliser un réseau cellulaire optimisé. Et donc, dans ces cas-là, on va à la fois coupler donc, le satellite et le cellulaire. Et on peut aussi combiner, toujours dans un mode d'hybridation, deux technologies cellulaires. En l'occurrence, ici, on se propose de décrire un cas d'usage où Transatel, on a combiné des réseaux cellulaires publics, donc traditionnels, ceux de nos partenaires, à travers notre carte SIM, et un réseau privé. Donc le cas d'usage, en l'occurrence, c'est la Coupe du Monde de rugby. Toulouse Métropole a souhaité, pour assurer la joignabilité et la capacité de communiquer des forces d'intervention, que peuvent être les pompiers, les forces de police et autres, les doter d'une technologie, déployer d'abord des réseaux privés sur les zones où on avait potentiellement des problèmes de saturation. En l'occurrence, il s'agissait des fan zones. Vous imaginez bien que dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, les fan zones étaient extrêmement fréquentées. Et donc, on le sait tous, quand on dépasse une certaine densité de personnes sur un lieu, eh bien, les réseaux cellulaires traditionnels risquent la saturation. Or, quand on intervient pour problème de sécurité ou de santé, on a besoin d'une joignabilité permanente. Donc, pour répondre à ça, Toulouse Métropole a déployé sur ces fan zones un réseau privé. Quel est l'intérêt? Je vous le rappelle, c'est que ce réseau est opéré directement par Toulouse Métropole et a des caractéristiques spécifiques et donc ne va être joignable uniquement que par les personnels de la ville et les personnels, on va dire, autorisés à accéder à ce réseau. Donc, par conséquent, plus de problème de saturation dans la zone. Mais le problème, c'est que quand je sors de cette zone, eh bien, je ne suis plus sous couverture du réseau privé, puisque par essence, ce réseau doit être déployé localement. Eh bien, c'est la technologie de Transatel, donc, d'apporter à travers une seule carte SIM la capacité à la fois de se connecter à un réseau privé quand on est sous couverture de ce réseau et de se connecter avec nos réseaux partenaires, donc le réseau des opérateurs traditionnels. En l'occurrence, on a aujourd'hui 4 réseaux partenaires effectivement en France, donc les quatre opérateurs français. Et puis, donc, eh bien, on peut bénéficier de cette connectivité agrégée en bénéficiant d'une couverture qui agrège ces 4 réseaux partout ailleurs. Donc, que je sois à l'intérieur de la fan zone ou globalement partout sur Toulouse Métropole, je bénéficie de la meilleure couverture possible et de la meilleure qualité de service possible. Et là, ce qu'on décrit sur un cas d'usage, on va dire, de communication critique pour des interventions, peut bien sûr se répliquer sur tout type de connectivité.
objet ou autre qui soit mobile et amené à bouger effectivement d'un endroit à un autre. Et plus particulièrement, dans le monde, si on passe sur la slide suivante, s'il te plaît Thomas, dans le monde effectivement de l'automobile, les constructeurs automobiles se dotent de plus en plus de réseaux privés au sein de leur ligne d'assemblage pour certaines fonctions critiques. Par exemple, certains utilisent des véhicules autonomes au sein de leurs usines ou des procédés de fabrication qui nécessitent à des machines d'être connectées et pour lesquelles ils ont besoin effectivement de la meilleure performance possible. Eh bien, dans ces cas-là, le réseau privé est une bonne façon d'assurer ces performances. Mais là encore, la continuité de service va être clé en dehors de l'usine, en particulier pour des véhicules autonomes, par exemple. De la même façon, des collaborateurs auraient besoin de se connecter avec des tablettes durcies pour des besoins de relève ou de maintenance au sein de l'usine, mais également à l'extérieur. C'est ce qu'on fait à travers des déploiements au sein d'usines, de campus ou même d'aéroports qui utilisent ces technologies-là et cette hybridation publique-privée. Merci. Donc, nous allons passer à un avant-dernier petit quiz. Donc, quels sont vos principaux cas d'usage sur l'IoT? Nous en avons balayé un certain nombre, l'industrie, transport, logistique, agriculture, énergie, médical, commerce. Il y en a certainement d'autres. Donc, de votre côté, quels sont vos principaux cas d'usage? Allez, je laisse encore quelques secondes pour pouvoir répondre à ce petit questionnaire et nous allons ensuite parler donc de son partenaire. Comment le choisir? C'est un petit peu quelque part ce qui fait la synthèse de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est bien sûr notre retour d'expérience après avoir accompagné un grand nombre de clients, effectivement. Pour nous, l'opérateur idéal pour un projet IoT, c'est d'abord celui qui travaille au sein d'un écosystème plus large, puisque la solution de connectivité doit être interopérable avec l'ensemble des objets qu'on déploie. Et donc, c'est effectivement clé d'être capable de maîtriser l'ensemble des technologies donc de connectivité embarquées, la façon de les réaliser, la façon de les déployer. Et tout ça se passe au sein d'un écosystème d'experts. Ensuite, on l'a vu, une des difficultés finalement du déploiement d'un projet IoT, du design, puis du déploiement, c'est le fait qu'on ait un grand nombre d'éléments technologiques à assembler pour faire en sorte de pouvoir capter la donnée, la transmettre, la traiter. Eh bien, l'objectif, ça va être de minimiser quelque part l'ensemble des acteurs et donc de choisir un acteur qui va savoir agréger les types de connectivité qui sont pertinentes pour le cas d'usage. Et on a vu qu'il y avait de nombreux cas d'usage qui nécessitaient d'avoir une convergence entre différentes solutions de connectivité. Donc, l'opérateur qui va savoir combiner ces solutions risque d'être un meilleur partenaire puisqu'il va vous simplifier la vie en rendant ces solutions très facilement interopérables et consommables pour votre projet. Et puis, dernier point, on l'a vu, il y a un certain nombre de projets IoT qui visent à se déployer plus largement et même au-delà des frontières de la France. Thomas parlait de l'Afrique où certains de ses clients intervenaient. C'est le cas pour nous aussi. On a un très grand nombre de clients qui interviennent bien sûr aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et avoir cette capacité finalement de couvrir l'intégralité du globe dès le départ, c'est le gage de choisir un partenaire avec lequel on va pouvoir monter en charge, on va pouvoir faire grandir sa solution IoT. C'est une transition parfaite pour le prochain quiz, puisqu'on va parler d'internationalisation et notamment sur les territoires dans lesquels vous envisagez de déployer votre flotte IoT. Est-ce qu'on est sur la France, l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie ou alors le monde entier? Et ça sera notre dernier questionnaire avant de passer sur les questions-réponses surtout les questions que vous avez pu nous poser tout au long de ce webinaire et que notre superintendant Patrick, qui est en régie, va pouvoir nous envoyer.
Alors, Patrick, est-ce qu'on a eu un nombre important de questions et est-ce qu'on est en capacité à y répondre en direct, voire même de donner la parole à celles et ceux qui auront pu nous poser ces questions? Bonjour à tous. Effectivement, il n'y a pas eu spécialement, effectivement, vous avez possibilité dans les onglets questions-réponses et chat de poser des questions. Vous pouvez éventuellement également nous demander en levant la main simplement de prendre la parole. Voilà, si vous le souhaitez. Eh ben, je vois qu'effectivement, voilà, vous pouvez en tout cas vous pouvez le faire et nous demander la parole si vous avez des questions. En tout cas, merci, vous avez participé et répondu au sondage. Sans souci. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Tu as peut-être la possibilité de nous montrer le résultat des sondages? Oui, en tout à attendant fait. Je peux partager déjà le dernier, effectivement. Où effectivement, on voit que... Je ne sais pas si... Oui, il apparaît à l'écran, le résultat, c'est tout bon? Ok. Tout à fait, oui. Et je peux rebalayer un petit peu les différents sondages qu'on a mis en place. On voit quand même que le choix de la technologie est le principal frein au déploiement de IoT et j'espère qu'au travers de ce webinaire, grâce à Thibaut, Cédric et moi-même, nous vous aurons démontré que c'est un frein essentiellement psychologique aujourd'hui et qu'il existe des solutions avec différents partenaires de pouvoir interagir entre ces différentes technologies et les intégrer ensemble. Donc aujourd'hui, on voit effectivement que le réseau cellulaire remporte haut la main le choix technologique avec 64%. Alors sachant que c'était bien entendu un choix multiple, on retrouve le Wi-Fi en deuxième, ce qui paraît aussi assez logique lorsqu'on est dans des environnements plus industriels. Le LoRaWAN, 55%. Donc Thibaut, tu vois, tu as un certain nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui qui utilisent déjà le LoRaWAN. Et le Bluetooth et le Sigfox aussi, hein. Et également un petit peu de satellite. Donc, je pense que les personnes qui étaient présentes aujourd'hui représentent en tout cas l'intégralité des différentes technologies qu'on a pu proposer et montrer encore une fois leur interopérabilité. Donc, peut-être le prochain questionnaire. Qu'on a vu finalement sur le premier sondage, c'est que le frein au déploiement, c'est jamais le cas d'usage. Tout à fait. Il y a toujours un cas d'usage, c'est juste finalement comment y répondre, qui est la partie la plus délicate. Merci de revenir sur les cas d'usage, Thibaut, puisque c'est justement l'objet de ce dernier sondage qui était les différents cas d'usage. Et nous sommes effectivement beaucoup sur l'énergie, aussi également l'industrie, le transport, la logistique, pas d'agriculture. Et alors on a une case autre. Donc ça serait intéressant pour ceux qui ont effectivement répondu sur autre, peut-être qu'ils nous en parlent. Et je vois aussi qu'il y a eu une question qui a été posée, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu différentes vagues, mais ouais, au total. Différentes vagues. Ouais, oui, ça a monté et descendu, mais il y a une trentaine de participants au total. D'accord, très très bien. Écoutez, je vais juste revenir donc sur les différentes sociétés qui étaient présentes aujourd'hui. Laisser la parole peut-être à chacun, juste une petite minute. On va faire relativement bref. On a déjà un petit peu dépassé le temps. Donc, puisque j'ai la parole, je vais commencer. Juste pour rappeler que Numérisat est un fournisseur d'accès Internet, que nous sommes basés en région Rhône-Alpes, spécialisé dans la fourniture de connexions très haut débit par satellite, 4G, 5G. Que nous avons une base de clients à la fois de particuliers et de professionnels, que nous commercialisons donc le droit à la connexion pour tous, quelle que soit la technologie. Encore une fois, nous parlons d'interopérabilité des technologies et on en est un exemple parfait. Et je vais laisser la parole à Cédric. Donc effectivement, Transatel, membre du groupe NTT, fournit des solutions de connectivité IoT cellulaire partout dans le monde.
mais aussi en France. On bénéficie en France de notre couverture avec les 4 réseaux mobiles, mais on intervient, on va dire, principalement à l'étranger pour des projets qui visent à connecter les objets dans différents pays, en Europe, mais partout dans le monde. On a des déploiements aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, en Asie, en Afrique. Donc, pour tous les cas d'usage, comme je le disais, il s'avère que le transport est le cas d'usage qu'on adresse le plus de par la nature des objets à connecter en mobilité, mais ce n'est pas du tout le seul. On adresse aussi des capteurs au bord des routes, comme je le disais, des équipements industriels connectés et autres. Donc, notre enjeu, effectivement, c'est d'agréger le service de l'ensemble des opérateurs mobiles à travers une carte SIM, physique ou virtuelle, pour insérer la connectivité dans votre objet. Et ça peut être fait dès la construction de l'objet en usine. Et pour boucler la boucle, finalement, Rekia, donc, en tant qu'éditeur de logiciels, est un expert des déploiements réseau bas débit, principalement effectivement le LoRaWAN, qui permet d'adresser des différents cas d'usage, mais comme la télérelève de compteurs d'eau, la télérelève de compteurs intelligents, peut être différents fluides, électricité, gaz. Voilà. Et Rekia se veut vraiment expert de la partie cœur de réseau LoRaWAN, qui est une installation, enfin, qui est une brique indispensable sur un réseau bas débit et qui vient parfaitement finalement en complément de réseaux cellulaires et comme on l'a détaillé pendant le webinaire, qui s'appuie lourdement sur la technologie cellulaire, voire satellitaire. Parfait. Écoutez, un grand merci à tous pour votre présence. Un grand merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Nous espérons que nous aurons répondu à vos différentes interrogations. Vous pourrez retrouver un enregistrement de ce webinaire dont le lien vous sera envoyé par email, mais je vous invite également à aller vous abonner sur les pages LinkedIn de chacune des sociétés qui étaient présentes aujourd'hui pour retrouver nos différents interlocuteurs, donc Cédric, Thibaut et moi-même. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous pour un sujet spécifique. Vous avez bien compris nos différences, mais néanmoins, nous sommes tous partenaires les uns avec les autres. Donc, nous restons bien entendu à votre écoute. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.